Bonjour et bienvenue dans votre émission Informer, éduquer pour agir. C'est Paty Nzambe Kouimpi. Je suis aujourd'hui avec Monsieur Didier Ibouila. Il est enseignant dans les sciences politiques, dans les relations internationales. On était ensemble la semaine dernière pour faire une émission. Il est de retour sur le plateau de congosynthèse.com. Je vais vous laisser vous exprimer afin que vous vous présentiez aux téléspectateurs afin de leur expliquer votre rôle dans la diaspora ainsi que votre métier si ça ne vous dérange pas. Non, merci beaucoup pour me donner encore une fois de plus la parole. Je me suis déjà présenté, les gens me connaissent, mais il faut rappeler à nos téléspectateurs ou à tous les internautes que, comme tu l'as dit, je m'appelle Didier Ibouila, je suis enseignant en sciences politiques et relations internationales et je suis au même moment directeur exécutif de Congo Great Lakes Initiative. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une société, mais qui a plus des objectifs de recherche et des objectifs culturels. Nous faisons des recherches, nous faisons beaucoup de choses pour rappeler et au monde occidental et au monde congolais spécifiquement les valeurs culturelles de notre pays, mais aussi les possibilités qui peuvent s'offrir pour des recherches sur le Congo. Voilà. D'accord, merci. Alors nous allons commencer l'actualité congolaise, parce que cette émission, je vous le rappelle, elle souligne, elle fait la synthèse des gros points des actualités du Congo, et à la fin, on fait toujours un petit rappel par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, bienvenue encore à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans Informer, éduquer pour agir. Alors voici. Le président Kabila aurait déclaré qu'il n'avait jamais promis des élections à la fin de l'année 2017. Quelle lecture faites-vous de cette déclaration? Oui, j'ai suivi avec une attention particulière cette, une des réponses qu'il a données aux journalistes allemands à qui il a accordé une interview très intéressante. C'est une réponse qui doit nous interpeller. D'abord, le président de la République en tant que tel, en tant qu'institution, n'a pas à promettre les élections à un peuple. Ce n'est pas un président qui promet les élections. Si sa réponse est dans ce sens, d'accord, parce que la Constitution prévoit la séquence des élections, prévoit les autorités ou les institutions habilitées à convoquer les élections, à les organiser, mais curieusement, il a donné cette réponse, mais n'oublions pas que le président
en tant qu'institution, il est le chef numéro 1 du gouvernement. Le Premier ministre travaille sous l'impulsion du président de la République en tant qu'institution. Donc il serait malvenu de la part d'un président de dire qu'il n'aurait pas promis des élections à un peuple. S'il le dit parce qu'il sait qu'il y a des institutions habilitées à faire ça, là nous sommes d'accord. Mais si c'est pour dire qu'il n'est pas sûr qu'il y ait élection parce qu'il ne l'a jamais promis, je dirais tout simplement que les élections, pour les organiser, ça ne dépend pas du président, parce que ce n'est même pas un cadeau qu'il doit faire à un peuple pour dire qu'il n'a rien promis à un peuple. Donc les élections n'ont pas eu lieu parce qu'il y a eu un problème. La CENI n'a pas su les organiser. Les élections n'ont pas été convoquées en bonne et due forme. Il y a eu cette histoire de négociation de la CENCO et qui ne marche pas. Peut-être qu'on pourra en parler si c'est une de vos questions. Mais en réalité, un président de la République n'a pas à promettre les élections à un peuple. Parce que les élections sont partie intégrante d'une démocratie. Et que c'est réglementé par la Constitution et par les lois de la République. Donc ce n'est pas un cadeau pour qu'on puisse attendre à une promesse de la part du président de la République. Ah oui, tout à fait. Et donc, quelle est sa réponse clairement? Est-ce qu'il y aura des élections donc cette année? Je suspecte tout simplement qu'il voulait renvoyer la responsabilité à ceux qui ont négocié et qui ont promis les élections en 2017. Peut-être c'était une façon pour lui d'échapper à la question des journalistes allemands. Mais je me dis que la réponse n'était pas la bienvenue. Il fallait seulement prendre la responsabilité en tant que président de la République, qui est une institution, je dis bien. En tant qu'institution, le président devait donner de la lumière sur la question, dire quelles sont les difficultés qu'on a eues et probablement entrevoir une réponse qui irait au sens de la volonté du peuple et au sens du respect de la Constitution. Voilà. Donc pour le moment, on peut dire que les élections ont été prises en otage, quoi. Il n'y a rien de clair. Apparemment, pas apparemment, c'est pris en otage, mais le peuple ne doit pas se laisser faire, parce que comme je le disais, les élections, ce n'est pas un cadeau. C'est un droit pour tout citoyen, et même un devoir d'aller élire. Et pour élire, il faut que les élections soient organisées. Et pour les organiser, il faut que les institutions habilitées à le faire fassent leur travail. Alors, le gouverneur du Nord Kivu, M. Paluku, a signalé l'évasion de plusieurs centaines de prisonniers de la prison de Kwangai à Beni. Ceci fait suite aux autres actes similaires à la prison de Makala au Bas-Congo, à Matete et dans d'autres villes. Quelle est votre analyse de cette situation? C'est tout simplement malheureux de nous rendre compte que ça devient... C'est maintenant une litanie des prisons qui connaissent des problèmes. Mais pour comprendre cela, il faut peut-être revenir sur ce qui s'est passé dès le départ. C'est l'évasion de prisonniers de Makala. Ça a été tellement suspect que jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais maintenant, quand nous devons lier le fait que les prisonniers aient échappé de la prison de Makala et que cela ait été suivi par une autre évasion au Bas-Congo, suivi par une autre évasion à Matete, il me semble-t-il. À Lubumbashi, il y a eu aussi ces mouvements-là, suivi encore par ce que tu viens de nous révéler d'ailleurs par le gouverneur Paluku. Je me dis que quelque chose ne va pas, ça devient suspect. Parce que si pour un gouvernement, il y a eu un problème comme celui-là, où les prisonniers se sont enfuis, des mesures efficaces devaient être prises pour que dans chaque prison à travers la République, que la sécurité soit renforcée de manière à ce qu'on ne puisse pas arriver à ces événements encore. Mais voir ces événements se répéter avec trop de facilité, je me dis qu'il y a anguille sous roche. Je n'ai pas encore de preuves, mais je suspecte que ce soit des choses qui sont organisées, des scénarios bien montés, mis en place pour cacher un désordre qu'on aurait à un moment donné, pour justifier un désordre, pour justifier des tueries dans des cités, qui seraient le fait de ceux qui auront fui
ces prisons. Alors là, je demande au Congolais d'ouvrir les yeux. Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas. Alors, le rassemblement a 1 an d'existence. Quel est votre bilan de cette structure qui a paru comme le dernier espoir du peuple congolais et qui semble avoir déçu aujourd'hui? Oui, c'est une question intéressante, mais ça dépend de comment vous appréhendez cette équation rassemblement. Ça serait difficile dès le départ de dire ils ont échoué ou pour dire ils ont réussi. Mais une chose reste vraie, que les rassemblements, à sa création, a créé beaucoup d'espoir dans le peuple congolais. Le peuple a cru en ses actions, dans ses intentions, et voilà que tout le peuple s'est mobilisé pour que justement on accompagne les rassemblements jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'organisation des élections de manière à ce qu'on puisse avoir une transition ou un transfert de pouvoir qui soit pacifique. Mais cela ne s'est pas fait. Mais, comme vous le savez, cela est dû à... Ce n'est pas le fait des membres du rassemblement seulement. Rappelez-vous qu'il y a eu négociation et qu'à la tête, il y avait M. Étienne Tshisekedi, paix à son âme, qui nous a laissés, et que de l'autre côté, il y avait M. Kabila qui était en quelque sorte comme celui qui était en tête de la famille politique de la majorité présidentielle. Et quand Tshisekedi vivait encore de son vivant, même s'il y avait des traîtres, mais les traîtres ne savaient pas s'exprimer parce qu'ils se rendaient compte qu'aussitôt trahi les rassemblements, et même s'effaçaient directement et complètement. Ils ont attendu le bon moment, ils ne savaient pas, ils ont attendu, mais quand Tshisekedi est mort, maintenant chacun devait... Il y a eu une sorte de guerre de leadership. C'est cette guerre de leadership qui a fait en sorte que ceux qui étaient des traîtres, qui étaient là, parce qu'ils voulaient seulement un positionnement, ils attendaient l'occasion pour bondir sur ça et s'envoler. Voilà que les gens qui, devant l'argent, ne résistaient pas, ils ont cédé. Parce que si vous suivez même leurs arguments, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui étaient déjà prêts à trahir, au fait. Les rassemblements tels qu'il est là, nous le savons. Et les gens sont conscients, même le président Kabila lui-même est conscient. Même tous les membres du rassemblement de la majorité présidentielle, même ceux qui ont quitté les rassemblements savent qu'il y a un seul rassemblement qui est dirigé par M. Étienne Tshisekedi, c'est pas celui qui est... Non, pas Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, pas celui qui est à la tête de la direction politique. Et à côté, il y a celui qui préside au conseil des sages, M. Pierre Lumbi. Si vraiment on voudrait aller de l'avant, je pense que c'est ça la structure et les représentations telles quelles qu'on peut contacter pour relancer toute négociation ou toute action pour nous faire avancer. Mais le fait qu'on puisse déjà, le fait qu'on ait déjà débouché certains membres du rassemblement a posé des problèmes. Et voilà que les négociations ou les résultats des négociations posent même problème parce qu'on se demande est-ce que ces négociations valent encore la peine? Cet accord vaut encore la peine? Ça, c'est la question importante. Et n'oubliez pas, c'est pas toi, maman, qui m'avait posé la question. J'avais parlé avec ça. Souvent, quand nous, les scientifiques, nous parlons, nous annonçons des choses qui peuvent arriver dans 5 ans, 1 mois, 2 ans, 10 ans. J'ai eu à le faire tout le temps ici à Londres, mais les gens par moment ne payent pas attention. Payer, ça c'est en anglais. Ne font pas attention aux détails que nous annonçons. J'avais déjà dit en 2006 que Kabila allait gagner les élections. Il allait par la tricherie gagner les deuxièmes élections et qu'à la fin de son deuxième mandat, il allait forcer les gens à changer la constitution. J'ai dit ça en 2006, madame. Les gens n'ont pas suivi. Les jours où on a eu des négociations, les accords de Saint-Sylvestre, les gens étaient contents, il fallait nommer le Premier ministre. J'ai dit sur ces plateaux, mais avec une autre journaliste, que si vous pensez que c'est un objet de joie, vous vous trompez. Le vrai combat commence avec l'accord qu'on vient de signer. Et j'ai dit c'était beaucoup plus difficile de faire appliquer l'accord que l'accord lui-même qu'on a obtenu. Nous y voilà. Merci beaucoup. L'Angola a remplacé leur ambassadeur João Manuel par Emilio José Carvalho Guerra.
Et on dit que cela s'est fait dès le retour du président Eduardo Santos de l'Espagne, où il était en soins médicaux. Quelle est votre lecture de cet acte, considérant qu'il n'y a pas longtemps, on avait parlé de mouvement des troupes angolaises aux frontières de la RDC? Oui, cette question mérite une certaine lumière parce que souvent, nous ne savons pas éclairer l'opinion, le peuple ou ceux qui n'ont pas une information sur comment ces choses se passent. Il est vrai qu'il y a eu changement d'ambassadeur. On a accrédité, ça c'est le terme qu'il faut utiliser en sciences diplomatiques, on a accrédité notre ambassadeur en RDC, il me semble, et que l'ancien a été rappelé. Mais nous ne devons pas lier cela à quelque chose qui se serait passé en 2 semaines. Parce que la nomination d'un ambassadeur prend beaucoup de temps. En tout cas, ça prend des mois. Et même pour d'autres cas, ça prend une année, même plus, avant qu'un ambassadeur ne soit accrédité. Parce que c'est tout un processus. Et pour qu'on puisse accréditer un ambassadeur, le pays d'envoi, ça signifie le pays qui va envoyer l'ambassadeur, on appelle pays d'envoi, va écrire ce qu'on appelle une lettre d'agrément. Donner le nom de la personne que l'on voudrait accréditer comme ambassadeur au pays d'accueil. Le pays d'accueil, c'est le pays qui va recevoir l'ambassadeur. Dans ce cas d'espace, l'Angola, c'est le pays d'envoi et la RDC, c'est le pays d'accueil. Donc, l'Angola doit avoir déjà envoyé le nom de l'ambassadeur, proposé le nom de l'ambassadeur qui allait être accrédité au Congo pour être leur ambassadeur. Et c'est à la RDC de dire oui ou non s'ils acceptent le nom de celui qu'on a proposé. Vous devez le savoir et l'opinion doit le savoir. On ne nomme pas un ambassadeur comme si on nommait un premier ministre, demain on dit c'est lui qui est ministre. Non. On envoie d'abord son nom à travers une lettre d'agrément. Le pays d'accueil prend tout son temps pour faire des enquêtes sur la personne que vous voulez envoyer. Et pour des raisons qui peuvent être justifiées ou non, ils peuvent dire oui ou non. Pour dire nous acceptons. C'est seulement quand ils auront accepté votre lettre d'agrément, ça signifie ils disent oui à la candidature que vous aviez présentée, que le pays d'envoi maintenant, ça signifie le président, peut maintenant accréditer, n'est-ce pas, l'ambassadeur. Et même quand il est nommé dans son pays, il doit encore être accrédité parce qu'il doit amener les lettres d'accréditation. Il doit amener tous les documents pour présenter au pays d'accueil, au président de la République dans ce cas. Et là, il devient ambassadeur en fonction. Je sais qu'il y a pas de conflits, hein, je ne sais pas s'il faut appeler ça conflit, mais il y a une sorte de couac entre l'Angola et le Congo. Mais dire que le président l'a nommé directement parce qu'il y a eu un problème, je n'y crois pas trop, parce que je sais que souvent pour nommer l'ambassadeur, ça prend beaucoup de temps. Donc il faut par moment savoir éclairer la population ou le peuple pour qu'ils comprennent que ce n'est pas quelque chose qui s'est fait brusquement. C'est tout un long processus. Peut-être qu'à la fin, il peut y avoir de pression pour dire on avait déjà envoyé le nom de quelqu'un, comment ça prend du temps, tout et tout. Mais en réalité, c'est le pays d'accueil qui doit accepter les noms de la personne que vous aviez proposé comme ambassadeur. D'accord. Merci pour cet éclaircissement. Alors, pensez-vous que les accords de Saint-Sylvestre valent encore la peine d'être évoqués par un transfert pacifique du pouvoir en RDC? Les accords de Saint-Sylvestre, je me demande s'ils valent encore la peine. Parce que les gens oublient que les accords n'ont pas été finalisés. Ça, nous devons rappeler à l'opinion. Les accords n'avaient jamais été finalisés. Parce que les travaux supplémentaires qui se faisaient consistaient à répartir et les postes et les responsabilités. Déterminer le portfolio. Mais cela n'a pas été fait. On a signé les accords le 31 parce qu'il y avait cet engouement à voir les choses finies. Mais la réalité est que tous les détails n'étaient pas finis. On devait les terminer après. On ne les a pas terminés. Ou si on les a terminés, on ne les a pas terminés tels que décrits ou tels que prévus par les accords eux-mêmes. Vous comprenez?
Parce qu'en le terminant, on devait déjà, au même moment, désigner au même moment celui qui devenait ou qui deviendrait le président du conseil de suivi. Cela n'a pas été fait. Et je me demande si on doit encore appliquer ces accords, parce que les détails des accords voulaient que les élections soient organisées à la fin de cette année 2017. Or, nous sommes déjà au mois de juin. Rien n'est fait. Nous disons que les accords tels que prévus par ceux connus de la date de Saint-Sylvestre ne sont pas ou ne représentent pas ce qui se fait maintenant. Maintenant, on a fait une sorte de débauchage dans le rassemblement pour qu'on se dise nous sommes en train de respecter les accords de Saint-Sylvestre. Mais cela n'est pas le cas, parce que le président du conseil de suivi doit sortir du rassemblement. Or, tous ceux qui sont partis, personne d'eux ne représente officiellement une des structures partie prenante du rassemblement. Donc jusque-là, les accords n'ont même pas encore été appliqués, et je me demande s'ils ne sont pas tombés caducs. Soit ils sont tombés caducs, soit ils sont tombés en désuétude. Signifie la caducité, je ne voudrais pas essayer de faire de cours de droit administratif. Les accords tombent caducs si les circonstances de l'existence de l'accord n'existent plus. Mais les accords tombent en désuétude si les accords ont encore une valeur juridique, mais peuvent être évoqués d'un moment à l'autre. Et dans ce cas-ci, j'aimerais bien penser que ces accords sont tombés en désuétude et qu'on peut toujours les rappeler pour dire écoutez, il y a ces accords qui existent, on ne les a pas appliqués, on doit les appliquer. Mais même alors, on doit encore réaménager, rediscuter certains points, parce que, en termes de date, en termes de gouvernement, tous les détails qu'on devait finaliser, ça n'a pas été fait. Donc, on doit encore revisiter les accords. Voilà. Parce que les appliquer tels qu'ils se présentent maintenant, serait encore une sorte de rêve. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant aux actualités internationales. On va passer à ce qui s'est passé à Londres concernant les élections. Est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion par rapport à ce qui se passe en ce moment? Oui, politique, c'est là où ça donne le goût de faire la politique quand on est dans un pays occidental ou un pays démocratique, j'allais dire. Voilà que Theresa May décide, il avait la majorité au Parlement, il avait vraiment la majorité, il pouvait passer n'importe quelle loi, ça allait passer sans problème, parce qu'il avait la majorité. Mais parce qu'il a estimé qu'il voulait peut-être avoir 5 ans à elle, comme Premier ministre, et comme elle avait le vent en poupe, ou le parti conservateur avait le vent en poupe, elle a profité pour convoquer d'autres élections précipitées, qu'on appelle snap election, de manière à avoir beaucoup plus de parlementaires et élargir la majorité, de manière à avoir une majorité totalement écrasante. Et le mot qui était dans sa bouche, parce que, avec les enquêtes qu'on avait déjà faites, les tests d'opinion, on lui donnait, elle était favorite, avec un grand écart par rapport au Parti travailliste. Mais seulement, voici qu'en convoquant les élections, avec un grand travail de terrain de M. Corbyn, que je félicite par ailleurs, parce que on se connaît très bien, c'est vraiment un des parlementaires qui est beaucoup plus proche de la communauté congolaise, ça il faut le dire. Il est toujours dans nos événements, dans nos activités. Il arrive toujours, quand on l'invite, il n'hésite pas à le faire ou à s'excuser. Voilà qu'il n'a pas gagné les élections, mais il a réduit les écarts de manière à ce que les partis conservateurs d'abord ne puissent plus avoir la majorité, mais que certaines voix ou certains députés puissent sortir, n'est-ce pas, des autres partis qui n'en avaient pas beaucoup sous peu. Qu'est-ce que j'allais dire? D'autres partis qui n'avaient pas beaucoup de députés. Je cherche par moi des mots, quand ça tombe en anglais, ça me fait problème. Vous avez alors, je disais,
pour me répéter un peu que... Sorry, pour ça, je m'excuse téléspectateurs parce que j'ai fait tomber l'appareil. Oui, merci beaucoup. Je disais que l'écart entre les conservateurs et les travaillistes, qui est un grand parti qui venait après les conservateurs, a été réduit, de telle sorte que les conservateurs n'ont plus une grande majorité. Maintenant, Theresa May est en difficulté pour former un gouvernement. Parce que, pour former ce gouvernement, elle a besoin d'un autre parti, le DUP, qui est un parti irlandais, nord-irlandais, mais qui, en réalité, ne partage pas les mêmes points de vue que eux. Les points de vue que eux défendent comme démocrates. Ce parti ne permet pas. D'abord, il n'accepte pas les mariages des mêmes sexe. Il ne tolère pas ça. Il ne tolère pas l'avortement, sous quelque condition que ce soit. Et au même moment, il réclame que la frontière entre eux, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, la République d'Irlande, ne soit pas revue en question en termes de mouvement entre les citoyens. Or, la logique de Theresa May par rapport à son cahier de charges, le Brexit, fait qu'on va durcir le mouvement entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Ouvrir cela serait déjà une grande concession et ça sera au même moment, n'est-ce pas, un mensonge ou aller à l'encontre de ce qu'il avait fait comme promesse à la population. C'est ça le problème. Elle est en difficulté et il est possible que ces partis, même s'ils faisaient l'alliance, il est possible, n'est-ce pas, il est très possible qu'on puisse convoquer d'autres élections avec possibilité et beaucoup de chances que les travailleurs gagnent, ou alors rester dans ce mouvement qui est instable, mais compter tout simplement sur la bonne foi de ces pays nord-irlandais. Or, ces gens-là, ils ne sont toujours pas sûrs comme partenaires. Ils peuvent toujours vous trahir d'un mois à l'autre, et si vous trahissez, vous tombez carrément. Donc le gouvernement vraiment est instable, et ça va compliquer même les négociations avec l'Europe ou l'Union européenne dans le cadre du Brexit. Merci beaucoup. On va passer maintenant à ce qui se passe aux États-Unis. Il y a eu des blessés, dont au moins un élu du Congrès dans une fusillade près de Washington. Donc c'est une fusillade sur un terrain de sport fréquenté par des élus du Congrès qui a fait plusieurs victimes ce mercredi, selon la police et les médias. Steve Scalise, l'un des chefs du fil du Parti républicain à la Chambre des représentants, a été blessé, selon l'un de ses collègues. Et aujourd'hui, donc, l'événement s'est passé. Il y a eu aussi une autre actualité à Londres, donc un bâtiment près de la Grove. Plusieurs morts dans la gigantesque incendie d'une tour d'habitation donc à Londres. Il y a eu plusieurs morts, donc je pense qu'il y a pour le moment 30 morts, si les informations sont justes, et au moins 50 blessés. Et ils continuent à éteindre le feu jusqu'à maintenant. C'est un incendie qui s'est passé durant la nuit, donc à partir de 1h50, si les informations sont justes. Et donc jusqu'à maintenant, il y a des hélicoptères, les pompiers qui sont là pour éteindre le feu. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On était aujourd'hui avec l'enseignant M. Didier Ibuila, notre sujet pour des actualités congolaises. Et j'étais moi-même sur les plateaux de Congo Synthèse dans Informer, Éduquer pour Agir. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.